brève vue d'ensemble sur les thérapies médiées par les parents dans les troubles neurodéveloppementaux. Il y a effectivement une augmentation importante de toutes ces formes de thérapie. Finalement, qu'est-ce que c'est? C'est les trois grands objectifs de cette journée. Hein. Qu'est-ce que c'est? Quelles sont les barrières et facilitateurs? Et surtout, comment on peut améliorer l'utilisation et favoriser la mise en place au quotidien de ces types de thérapies qu'on appelle guidance parentale, notamment pour les troubles neurodéveloppementaux. Donc la thérapie médiée par les parents, qu'est-ce que c'est? C'est mettre en place donc une intervention, c'est des parents qui mettent en place eux-mêmes une intervention avec leur enfant au quotidien, dans leur vie au quotidien, après avoir été formés, coachés, guidés. Hein, j'ai volontairement mis plusieurs verbes, on ne trouve jamais bien le terme adapté ou le plus adapté par un professionnel. C'est important d'avoir un panorama un peu large de tout ce qu'on peut faire en termes de formation, d'accompagnement des parents. Alors, j'ai beaucoup une publication qu'avait fait Karen Beers pour essayer justement de s'y retrouver. Hein. Il y a beaucoup donc, de formation parentale, notamment dans l'autisme. Alors aujourd'hui, c'est en train de s'ouvrir, enfin non, c'est pas en train, c'est ouvert depuis longtemps avec par exemple les techniques, les Barclay pour le TDAH, mais particulièrement dans l'autisme, on est sur une forme de trouble neurodéveloppemental très hétérogène avec de nombreux types de comportements et d'expressions. Du coup, là, Karen Beers, avec son équipe et ses collègues, différencier deux types, finalement, les formations parentales qui vont amener un soutien aux parents et qui sont plus centrées sur les connaissances, mais aussi le bien-être. Alors ça, c'est un rajout que j'ai fait par rapport à sa publication, parce que j'en ai parlé hier avec elle, et elle me disait qu'on allait la mettre à jour, donc je me suis permis de la mettre à jour. C'est effectivement trois grands types, finalement, de soutien qui vont permettre d'aider les parents, tant au point de vue de la coordination des interventions que peut avoir l'enfant. Hein, on sait que ça peut être des interventions multiples, compliquées à coordonner et que trop souvent les parents coordonnent eux-mêmes. Donc, comment ils peuvent être soutenus dans cette coordination. Dans la psychoéducation, donc vraiment avoir plus de connaissances des troubles de leur enfant, qu'on soit dans l'autisme ou les attentions avec hyperactivité ou d'autres troubles neurodéveloppementaux. Et puis, donc, cette troisième partie dont je parlais avec Karen Beers, où effectivement, un soutien aux parents pour leur bien-être eux-mêmes, hein, c'est souvent, effectivement, on est dans des handicaps chroniques qui vont impacter durablement la famille, les fratries, etc. Donc, c'est comment on accompagne les parents dans le bien-être via différentes techniques qui peuvent être le mindfulness ou la thérapie ACT, etc. Et puis, tout un autre volet, finalement, dans lequel on va former les parents, mais qui vont amener les parents à intervenir eux-mêmes. Donc, ces fameuses thérapies médiées par les parents, dont on va plus particulièrement parler aujourd'hui, même si ce n'est pas toujours aussi évident que ça, hein, de différencier comme ça en deux groupes. Et là, dans les thérapies médiées par les parents, donc c'est bien centré sur les techniques, et l'enfant est directement bénéficiaire. Hein, c'est le parent qui va mettre en place des techniques à domicile, dans le quotidien, dans la vie, au quotidien de l'enfant. Et guidé par des professionnels lors de séances. Et là, on peut distinguer entre deux types de thérapies médiées par les parents, les thérapies, notamment dans l'autisme, les thérapies médiées par les parents sur les symptômes centraux, la communication, les interactions et le jeu dans l'autisme, et puis les thérapies qui sont médiées par les parents et plus ciblées sur des comportements maladaptifs, que ce soit des comportements maladaptifs en termes de sélectivité alimentaire ou en termes de comportements défis, dont on parlera beaucoup aujourd'hui. Et puis on peut encore essayer de différencier deux groupes dans les thérapies qui sont soit le parent va se retrouver thérapeute principal, c'est le cas dans la méthode Ruby que nous présentera Karen Beers cet après-midi et avec qui on avait eu 2 jours la formation avant cette journée. Donc là, le parent, effectivement, est mis dans une position où on lui transmet certaines techniques et puis on le revoit toutes les semaines ou tous les 15 jours pour le guider, mais il est seul finalement à mettre, il est le thérapeute principal pour mettre en place les techniques. Et en complément, c'est ce qu'on voit plus, il y en a pas mal d'entre nous qui pratiquent le SDM, le Early Start Denver Model, le modèle de Denver à début précoce, et là on forme les parents pour intervenir en complément de nous, dans une idée qui vont pouvoir aider à généraliser les compétences de l'enfant dans la vie au quotidien.
Je faisais cette petite vignette parce que il y a notamment un article d'Evans, Bonnie Evans, de 2017, qui est assez intéressant sur l'évolution de l'autisme et puis qui parle en filigrane de l'historique un petit peu de la France en termes d'intervention dans l'autisme. Là, ce qui m'intéressait, c'était plutôt l'évolution de la place du parent qui, je pense, dit aussi quelque chose de l'évolution de la place du parent de façon générale, hein, même à l'école, on voit voilà, l'impact de ce que peuvent souhaiter les parents pour l'enseignement de leur enfant, donc ils sont plus centraux aussi. Mais c'est vrai que très tôt, en tout cas les méthodes comportementales, méthodes Teach aussi, voyaient les parents comme des partenaires de l'intervention. Mais les parents étaient là quand les thérapeutes venaient, ils pouvaient effectivement eux-mêmes intervenir, mais voilà, il y avait moins quand même de travail autour de comment former ses parents, hein. Là, depuis les années 2010, on parle beaucoup de toutes ces guidances parentales. Pourquoi? Parce qu'on intervient de plus en plus tôt, notamment, et ceux qui prennent en charge l'enfant la plupart du temps, quand c'est dans les plus jeunes années, effectivement, ça va être les parents. Donc ça amène quand même à penser aussi intervention parentale, probablement. Et c'est des interventions qui sont plus écologiques, puisque c'est les parents, et puis quelquefois d'autres caregivers, on dit en anglais, d'autres personnes qui s'occupent de l'enfant, ou on peut aller jusqu'aux enseignants ou la nourrice, qui vont intervenir dans le milieu naturel de l'enfant. Et effectivement, les études sur l'efficacité des interventions précoces vont dans ce sens-là, où c'est plus efficace, effectivement, de pouvoir mettre en place des comportements dans la vie de tous les jours de l'enfant. En tout cas, c'est des hypothèses que l'on formule. Donc, en tout cas, les parents sont passés d'une place de partenaire dans l'intervention à une place de véritable médiateur. Jonathan Green, qui a développé donc le pacte, et dont je vous reparlerai après, parle même de catalyseur. Hein. Alors, ça vous fait des rappels de biologie. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais effectivement, en tout cas, c'est les parents qui catalysent véritablement, c'est eux qui vont être les passateurs des techniques. Ils passent l'agent actif, hein, on parle d'agents actifs dans les traitements médicamenteux. Donc, il y a des agents actifs dans nos thérapies aussi. Et là, c'est véritablement les parents qu'on a formés et qui vont mettre en place certaines techniques. Donc, c'est eux qui passent l'agent actif. C'est pas rien comme position, et c'est ce dont on reparlera aussi au cours de la journée. Quand on se dit qu'ils sont médiateurs et comme ça catalyseurs, hein, donc, du coup, toute une littérature vient autour de ça sur comment guider, coacher les parents pour les aider à mettre en place la thérapie dans le quotidien. Parce que si vous voulez qu'ils mettent en place certaines techniques, enfin si vous voulez, surtout s'ils veulent eux, mettre en place certaines techniques dans le quotidien, c'est comment on va faire pour leur apprendre, les accompagner. Effectivement, du coup, tout de suite, vous pensez effectivement à les compétences des parents. On peut se retrouver face à des parents qui ont des très bonnes compétences d'apprentissage, d'autres qui sont plus en difficulté. On peut avoir certains parents qui ont eux-mêmes un trouble neurodéveloppemental, des difficultés attentionnelles, des difficultés au niveau du développement intellectuel. Donc, ça va être important à chaque fois d'adapter, et il y a toute la science qu'il y a autour de comment apprendre. Et puis après, mettre en place au quotidien, là, ça nécessite du temps, ça nécessite d'aménager son environnement, ça nécessite de dealer avec tout le reste de la dynamique familiale. Voilà, le soutien que peut avoir le parent qui va être formé va être important dans son milieu familial, le nombre d'enfants, etc. Donc à chaque fois, il faudra ajuster bien sûr ces thérapies. On reparlera de tout ça au cours de la journée. Et puis, on oublie quelquefois, hein, mais quand même, c'est bien d'être formé, c'est bien d'essayer de mettre en place quelque chose, mais après, c'est de maintenir les compétences dans le temps. Donc ça, ça met en jeu aussi également d'autres barrières et facilités. Alors, je vous parle là de quelques grandes thérapies dont on va parler aujourd'hui pour ceux qui seraient un petit peu moins familiers. Hein. Donc, on va vous parler, Cathy Leadbeater va vous parler du PACT, qui est donc le Preschool Autism Communication Therapy, qui est une thérapie donc pour améliorer la communication des enfants avec autisme, qui a vraiment été pensée uniquement pour former des parents à certaines techniques, à guider des parents. Donc, c'est purement une technique, contrairement à d'autres méthodes comme le SDM, le Start Denver Model, qui a un volet pour professionnels et un volet pour parents. Là, le pacte, on a uniquement ce volet pour parents.
dès le départ, c'est vraiment pensé pour pouvoir former la plupart des parents. C'est ce qui est particulièrement intéressant dans ce modèle, notamment pour des enfants, donc des parents qui ont des enfants avec autisme de 2 à 9 ans. L'hypothèse, hein, ce qui a été observé dans certaines études, c'est qu'effectivement, quand vous avez un enfant qui a peu de signaux de communication, qui interagit peu avec vous, vous avez tendance à devenir quelquefois assez directif. Donc, ça va venir un petit peu contrer cette tendance directive, parce que plus vous êtes directif et moins vous laissez d'initiative à votre enfant. Donc, on va aider à partir de vidéos d'interaction du parent avec son enfant à repérer les comportements de communication des parents eux-mêmes qui facilitent la communication, l'interaction médiatique avec leur enfant. C'est une thérapie, je veux bien dire, qui est beaucoup dans l'empowerment, qui renforce les parents dans leurs compétences. La plupart des parents qu'on rencontre ont beaucoup de compétences. Là, c'est qu'ils puissent repérer qu'est-ce qui vraiment est renforçant pour la communication de leur enfant, qui va permettre à l'enfant de s'améliorer au fil du temps. Et voilà, qu'ils puissent s'en rendre compte à partir de vidéos et qu'ils puissent multiplier finalement cette utilisation de cette technique qu'ils ont déjà la plupart du temps en eux. Donc ça utilise voilà, un certain nombre de techniques que je vais pas préciser ou détailler plutôt. Cathy Leadbeater vous en reparlera après. Elle vous redira aussi également que c'est une des méthodes qui est actuellement recommandée parce qu'effectivement, il y a quand même plusieurs études qui montrent que ça permet à long terme, notamment, de diminuer les signes autistiques et ça renforce surtout de façon proximale et dans l'ici maintenant la qualité de la relation parent-enfant et à plus long terme, ça diminuerait donc les signes autistiques. Donc le pacte, il y a 6 étapes. On va chercher dans les premières étapes avec les parents à ce que le parent apprenne à avoir plus l'attention partagée avec son enfant, à se synchroniser, à être plus sensible à tous les types de communication de son enfant. Hein. Donc, vous imaginez, à partir de la vidéo, on fait des arrêts un petit peu sur image sur certains tout petits moments où il y a eu des très belles interactions, un diadysme fort entre l'enfant et le parent. Et on va aider le parent à voir tout ce qui, lui, il a mis en place, qui a fait que son enfant avec autisme a été plus synchrone et ça a amélioré sa communication. On va aider le parent aussi à se concentrer donc, sur le langage réceptif de l'enfant. Qu'est-ce que l'enfant comprend? Comment je vais adapter mon langage pour faciliter la communication avec mon enfant? Et puis, établir des routines anticipées pour favoriser toujours la communication chez l'enfant. Faire prendre conscience aux parents effectivement qu'il y a des fonctions dans la communication, hein, de refuser, de demander, tout ce qui est les fonctions autour de la politesse, bonjour, au revoir, etc. De narrer, bien sûr, de commenter et comment on peut non seulement améliorer donc, les initiatives de communication de l'enfant, c'est toutes les premières étapes, mais aussi augmenter le nombre de fonctions que va utiliser l'enfant. Et puis développer la communication. C'était pour vous faire un petit rappel. Et le pacte, de façon très intéressante, a vraiment montré qu'en améliorant ce qu'ils appellent la synchronie des réponses parentales à l'enfant, donc comment le parent va suivre l'enfant, se synchroniser la rythmique de l'enfant, va commenter ce que dit l'enfant, mais ne pas rediriger l'enfant, comment le fait de se synchroniser donc avec son enfant a amélioré les initiatives en communication sociale chez l'enfant et améliore donc la symptomatologie autistique à plus long terme. Donc, il existe également différentes thérapies, alors qui en général sont regroupées sous le terme de thérapie de soutien à la parentalité, notamment dans le déficit d'attention avec l'hyperactivité et le trouble obsessionnel. Les troubles avec opposition et provocation. Donc, pour aider les parents à mieux comprendre le fonctionnement de leur enfant et à mettre en place des stratégies qui permettront un meilleur fonctionnement au quotidien. Hein, on pense souvent, je pense que Karen Biers me l'a bien rappelé, là on pense souvent diminuer les comportements des filles, mais si vous diminuez les comportements, alors des filles c'est un grand mot, mais les comportements d'opposition, les comportements challengeants, les comportements qui vont empêcher l'enfant de faire quelque chose, si vous améliorez ces comportements, vous améliorez aussi les compétences d'adaptation au quotidien de l'enfant. Il fera plus de choses. Plutôt que de faire une crise et se rouler par terre, effectivement, il pourra plus mettre
ses chaussures, plus vous aider. Et c'est bien pour vous, mais c'est bien pour lui aussi. Ça lui permet de développer sa motricité, d'avoir de nouvelles expériences, etc. Il y a différentes méthodes. Hein. La méthode de Barclay, le programme d'entraînement aux habilités parentales qui vise donc à diminuer les troubles du comportement associés au déficit d'attention avec hyperactivité. Le programme Incredible Years qui commence à être pas mal diffusé en France. Avec des programmes il y a des programmes de formation à la fois pour les parents, les enseignants et les enfants. Donc ça vise des enfants qui ont des TOP ou des TDAH. Et il va y avoir des sessions à la fois sous forme groupale, à la maison, sur les lieux de vie, et puis de l'auto-apprentissage aussi pour les parents ou les autres personnes que l'on cherche à former. Donc différentes techniques pour que la personne cible, donc le parent, l'enseignant, puisse appliquer certaines techniques au quotidien. Et puis le programme Triple P, dont on entend plus parler aussi, qui a été diffusé en libre accès gratuitement par notre ministère à un moment, le programme de parentalité positive, qui vise toujours à diminuer, à améliorer en tout cas la symptomatologie des TOP et du TDAH, et dans un mouvement où il favorise tout ce que l'enfant fait de positif. Donc le modèle de Ruby dont vous parlera un peu plus Karen Bierce cet après-midi, qui vise donc les comportements maladaptifs ou comportements défis modérés chez l'enfant avec autisme pour un minimum de développement de 18 mois d'âge mental, 12-18 mois d'âge mental. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, ça a été montré dans une très belle étude dans le JAMA qu'effectivement il y a plus d'autres études qui a une efficacité de ce modèle pour réduire les comportements défis quand il y a un trouble du spectre de l'autisme, plus comportement défi ou maladaptif. Mais on a bien vu là au cours de ces 2 jours de formation que voilà, ça peut aider beaucoup de parents qui ont des enfants avec des troubles oppositionnels. Donc c'est de la guidance parentale en individuel, en 11 séances dans le format le plus classique, et puis ils sont en train d'aller vers une guidance pour les enseignants, donc ils sont en train de terminer une étude sur les écoles. Donc c'est basé sur les principes de l'ABA, mais très simplifié, accessible aux parents, et donc 11 séances, et puis un manuel donc, pour parents et professionnels qu'on va là traduire. Tout au long de cette journée, effectivement, en filigrane, hein, même s'il n'y a pas de Marie-Joëlle peut-être plus sur cette discussion, mais effectivement, quel est l'impact, en tout cas en filigrane de cette journée, quel est l'impact, et ça fait partie aussi des barrières aux facilitateurs, quel est l'impact sur le parent et l'environnement familial hein, de ce type de technique. Ça nécessite un gros engagement pour les parents, du temps, de la disponibilité, ça se revient dans toutes les études. Les parents sont des véritables acteurs, si ce sont les médiateurs, les catalyseurs. Ça veut dire quand vous êtes acteur qu'il peut y avoir un risque d'échec ou de succès. D'où la nécessité effectivement du professionnel de pouvoir accompagner les parents dans leur motivation, leur but à mettre en place ces techniques, et puis surtout en amont, et ce dont parlera Marie-Joëlle, en amont les préparer effectivement qu'ils sachent bien à quoi ils ont affaire. Hein. C'est pas indispensable peut-être d'avoir eu le programme Barclay, le programme Ruby, peut-être que c'est pas de ça dont ils ont besoin. Donc qu'ils soient bien préparés, informés à ce que c'est ce type de programme, qu'est-ce qu'on leur propose, quel engagement ça nécessite, enfin quel temps ça va nécessiter. Il y aura des formations initiales, et puis souvent on parle, vous avez peut-être déjà entendu parler dans la littérature des sessions booster, hein, donc les gens ont un premier volet de formation de 10-11 séances, et puis 2 mois, 3 mois après, ils vont rappeler leur thérapeute pour avoir une session, refaire un point. Il peut y avoir besoin de 2-3 sessions, mais comme disait Karen Bierce, normalement si la première formation a été faite jusqu'au bout, il y a quand même un certain nombre de compétences qui ont été acquises par les parents, et ces séances booster vont permettre d'adapter, de traiter, de faire un petit rappel, mais les parents ont déjà les bases, donc on n'aura pas du tout à tout refaire, à tout reprendre le programme avec eux. Toute une partie dans cette journée sur comment favoriser l'utilisation dans la pratique quotidienne de ce type de méthode. Hein. Donc il y a dans la littérature anglo-saxonne toute une partie de la littérature qui s'intéresse de plus en plus et qui est assez passionnante sur ce qu'on appelle l'implementation science, donc la science finalement de l'intégration des thérapies basées sur des données probantes, donc qui ont des données fortes sur leur efficacité
dans des études de grande envergure et avec des résultats probants. Et comment, finalement, c'est la science de l'intégration de ces thérapies dans la pratique courante, dans notre pratique de tous les jours, hein, avec toutes les familles qu'on peut rencontrer, etc. Et puis, quelles sont les particularités dans les thérapies médiées par les parents par rapport à toute cette science de l'intégration des thérapies basées sur les données probantes. C'est pas un secret, hein, mais une des particularités, c'est que c'est les parents qui, in fine, vont mettre en place les techniques en place à la maison. Donc, ils sont finalement le maillon final est très important de la mise en place de la thérapie au quotidien. Voilà, j'ai déjà parlé donc du service qu'on est en train de mettre en place, qui permet d'offrir une offre de soins qui est la même sur l'ensemble du territoire. C'est pour ça que toute cette science de l'implémentation m'intéresse d'autant plus et est importante pour nous, parce qu'effectivement, comment on peut rester dynamique, motivé dans la mise en place de ces nouvelles techniques qui vont demander du temps. Et on reverra là dans une autre présentation que je ferai effectivement tous les intervenants, tous les interlocuteurs qui sont indispensables pour que l'implémentation de ce type de thérapie se fasse. Et effectivement, comme le disait Claire Compagnon, oui, il y a besoin de financement, mais pas que. Beaucoup de motivation et des acteurs qui vont s'engager dans le changement. Je vous remercie et donc ce serait bien que je prenne le programme avec moi. Donc là, je vais passer la parole à Cathy Liebiter.